Nous allons commencer cette deuxième demi-journée sur le temps de travail. Hier, on a été sur la question de la durée, la difficulté de borner les temps de travail et puis aussi les temps de repos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la qualité des temps, avec à la fois deux sociologues et puis un témoignage d'une professionnelle. Alors, je vous propose de les faire monter maintenant. Donc, Sandra, Serge et Corinne, vous pouvez les encourager, comme on dit à Interville. Voilà. Tout à fait. Écoutez, là où il y a des bouteilles, comme on disait hier soir. Non, parce qu'hier, on a fait la fête. Bien, merci Corinne, Serge, Sandra, bonjour. Donc je parlais de la question de la durée, de la difficulté de mesurer l'activité de travail. Et ce matin, on va avancer différemment, dépasser la question en identifiant. Hier, Jean-Emmanuel Ray disait on ne va pas chercher à compter le temps de travail, mais on va compter le travail lui-même. Donc on va rentrer dans la qualité du travail et avec vous trois, plutôt parler des temps de travail et donc d'identifier les différents, ce que vous appelez dans un contexte plus général de modèles productifs, où tout le monde court au travail. Le sketch tout à l'heure nous rappelait qu'on a l'impression d'être toujours dans ce que vous appelez un modèle de réactivité. Vous nous expliquerez ce que c'est, comment est-ce que vous décrivez ce que vous appelez le modèle de la hâte. Et au sein de ce modèle qui nous donne un sentiment d'urgence, un sentiment d'être dispersé au quotidien, de jamais faire le boulot tranquillement dans sa journée. Certains disent je commence à bosser quand j'ai plus de mails en fin de journée, comme si on n'avait pas travaillé avant. Un sentiment aussi de trop-plein, de débordement du travail dans sa vie. C'est comme ça qu'on a parlé hier après-midi. Donc on va parler de cette ambiance et de ce modèle que vous décrivez, et pour identifier à l'intérieur de ce que nous vivons au quotidien, ce que vous appelez, j'aime beaucoup, les temps qui comptent. Et donc parler de la qualité, donc derrière du travail lui-même. Alors pour introduire cette séquence, on a demandé à Sandra. Alors donc Sandra, tu es directrice d'hôpital. Alors pourquoi une directrice d'hôpital ? C'est parce que on a commencé hier en parlant des 35 heures, de la difficulté de mettre en place les RTT, etc. C'était d'abord dans ton secteur qu'on a eu le plus de mal. On ne va pas se le cacher. Puis aujourd'hui, quand on fait des enquêtes sur la qualité de vie au travail ou sur la charge, c'est tout le monde prend cher, mais le milieu hospitalier, et notamment ceux qui organisent ce travail de soins, c'est peut-être vous qui êtes en première ligne dans ce contexte d'intensification de l'activité. Donc tu vas nous raconter comment est-ce que ton expérience, toi, de manageuse d'organisation du temps. Et puis, quand on a préparé cette séquence, tu as déplacé la question en disant qu'au fond, vous avez travaillé sur le travail et pas sur le temps. Oui. Si je pourrais résumer. Voilà, tu as la parole. Merci à toi. J'ajoute, excuse-moi, que tu es responsable au SYNCAS et bientôt au BN Cadre. Si tu es élu, on le saura ce matin. Il y aura une séquence après cette... Oui, on met un peu de teasing. Après cette séquence, Marie-Christine viendra pour annoncer les résultats que vous attendez tous. Et puis, il y aura une pause ce matin. Voilà. Merci. Vas-y Sandra. Donc oui, je suis au SYNCAS, qui est un syndicat de la Fédération Santé Sociaux. Moi, je travaille dans la fonction publique hospitalière. Alors la question du temps et de comment on travaille en termes de temps dans la fonction publique hospitalière, je dirais qu'on est parti avec un gros handicap, parce que notre origine, c'était les hospices. Alors c'était super pratique, les personnes qui s'occupaient des malades, c'était des religieux. C'était génial, ils comptaient pas leur temps, puis en plus ils vivaient sur place. Alors autant vous dire qu'on part de loin. Et c'est une exception que moi je
je pense qu'il faut dépasser. C'est-à-dire qu'on peut à la fois aimer son métier, vouloir le faire, sans penser que ce soit une vocation sacrificielle non plus. Et l'important, c'est effectivement d'accompagner les professionnels comme des professionnels et de pouvoir essayer de trouver ces temps, justement, à la fois d'être au travail et de ne pas y être aussi. Ce qui est quand même aussi le plus compliqué, parfois, quand on assure une certaine continuité de soins. Voilà. Tu l'as dit, en fait, nous, on a trouvé que le travail, en tout cas, le rythme, j'en ai échangé avec plusieurs collègues et aussi des cadres de santé. Le rythme a vraiment... Il y a eu une césure au moment de la mise en place des 35 heures parce que chez nous, les 35 heures se sont mises en place à moyens constants. Donc, globalement, on a bien compris qu'il fallait étirer du temps avec les mêmes personnes. C'était un peu compliqué, en fait, finalement, de pouvoir remplir toutes les cases. Et là, le temps est devenu pressé. Alors, je me suis rendu compte dans l'établissement où je travaillais il y a quelques années, je pense que c'est une expérience qui remonte à quelques années. Je pense que la crise Covid a changé les choses aussi. Je pense que les moyens financiers qui se sont encore plus resserrés depuis a changé les choses. Donc, je dirais que la solution à laquelle on est parvenu n'est peut-être pas transposable aujourd'hui, mais peut-être la méthodologie reste à explorer. Voilà, c'est plutôt ça. Je me suis rendu compte qu'il me manquait à l'année un certain nombre de postes, en fait, systématiquement, que je compensais par des contrats qui étaient en train de mettre l'équipe financière de l'établissement en difficulté. Bon, ça, c'était mon problème. Ce qui me posait problème aussi vis-à-vis des professionnels, c'est qu'ils avaient tous, on en a parlé hier, des comptes d'épargne-temps qui explosaient. Globalement, sur 17 jours de RTT à l'année, ils en plaçaient en moyenne 13 chacun. Sur leur compte épargne-temps. Et ils étaient fatigués. Quelle surprise. Donc, je me suis dit, il faudrait qu'on trouve quelque chose qui permette de trouver à la fois une situation d'emploi confortable pour les professionnels, mais qu'on réponde quand même aux besoins des patients et des résidents. Il y avait un très très gros secteur gériatrique à l'époque et c'est sur celui-là qu'on s'est concentré parce que la charge de travail en gériatrie, je ne dis pas qu'elle n'est pas lourde non plus dans le sanitaire, hein, mais en tout cas, il y avait des choses à faire, notamment explorer des temps qui n'étaient pas que du soin pour des gens qui restaient là tout le temps dans l'établissement. Donc, on s'est demandé comment faire et puis on n'avait pas de bonne solution, donc on s'est dit, un pari, on va prendre le temps. Et le temps qu'on a pris, c'est qu'on a été accompagnés par les cadres de santé et des professionnels que je ne remercierai jamais assez pour leur participation. On a été dans chaque service. Donc moi, personnellement, en tant que DRH, ça m'a pris 8 mois. Avec 2 rencontres semaine dans chaque service et puis beaucoup de travail de moulinage entre deux pour leur demander mais comment vous voulez travailler ? C'est quoi les temps qui sont importants ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Et combien il faudrait être pour ça ? C'est comme ça qu'on est parti. On n'a pas posé la question combien de temps vous voulez travailler ? D'abord parce que quand on la pose, généralement, on nous répond 12 heures. Et je comprends parce qu'il y a quand même quelque chose qui dit quand je suis en 12 heures, si j'ai pas fini mes tâches du matin, je la laisse pas à ma collègue de l'après-midi et du coup je dégrade pas ma relation de travail avec elle et j'ai l'impression de moins courir. Voilà. Alors peut-être dans le sanitaire, il y a des secteurs où ça marche, mais en tout cas, là, si je vais me concentrer sur le médico-social et donc un domaine d'EHPAD, travailler 12 heures en EHPAD, moi, je pense qu'à la fin, c'est très fatigant et on maximise aussi des troubles musculo-squelettiques. Et dans la mesure où on est tous des professionnels qui sommes amenés à travailler plus longtemps, ça me semblait pas être une idée exceptionnelle. Voilà. Donc on est plutôt parti des temps qui comptaient. Alors les temps qui comptent, bien sûr, il y a le matin. Effectivement, il y a des accompagnements à la toilette des résidents. Il fallait un certain nombre de personnes. Il était hors de question de se retrouver dans une situation où on doit faire 12 toilettes et justement, on a l'impression de courir parce que pour ces professionnels, c'est très frustrant. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de ne pas bien faire leur travail. Il y a une question du sens aussi qui s'est posée à ce moment-là. Donc on a travaillé tout ça et on a aussi... là où, avec les cadres, on a peut-être dû un peu plus insister, c'est il y a d'autres temps. Il y a d'autres temps que le soin en EHPAD. Et ça, c'était pas simple. Faire comprendre à un aide-soignant que si, le matin, il s'assoit avec les résidents, il prend un café avec eux et il lise le journal, c'est aussi du travail.
Eh ben non, il fallait vraiment en discuter. Donc effectivement, ne pas courir, si je reprends un peu ce qui a été dit, c'est aussi travailler. Et ça, c'est peut-être pour ça qu'on a mis 8 mois à en discuter ensemble. Donc on a identifié les moments charnières, les moments qui pouvaient être aussi agréables. On a permis, en modulant le temps de travail, de effectivement avoir plus d'effectifs. Voilà. Ce qui nous a permis d'avoir en gériatrie des personnes en journée. Donc on a dit ok, il y a des personnes en journée, mais les personnes en journée, eh ben elles font pas de soins. Elles font pas de soins quand elles ont un horaire de journée. Moi, je pensais que c'était intéressant d'un point de vue TMS, parce que ça les éloignait des toilettes et des manipulations, même si j'aime pas le mot manipulation. En tout cas, ça leur permettait de musculairement se reposer. Et surtout, elles font des choses qu'elles ont envie de faire et que les résidents ont envie de faire. Donc ça a marché. On a eu des super projets, on leur a dit on trouvera le moyen, on essaiera d'accompagner vos projets. Alors, on a cherché des fonds, ça aussi ça m'a pris du temps. Mais pendant les journées, j'étais à l'époque en Normandie, et il y a eu des voyages au bord de la mer pour les résidents. On allait faire le marché en marchant. Voilà, ça avait apporté une certaine qualité de vie. Alors ça avait beaucoup, ça c'est vrai, c'était le côté un peu plus compliqué, ça avait beaucoup rogné sur le temps de travail. C'est-à-dire que finalement, on était repassé sur un horaire de 7 heures, donc du 35 heures pur pour chaque professionnel. Donc, on a dit on expérimente. On expérimente pour voir si ça vous apporte vraiment, et surtout, il y avait un vrai engagement. Si ça ne va pas, on retourne en arrière. C'était l'engagement pris avec les professionnels et avec les représentants syndicaux. Au bout de 6 mois, personne ne voulait revenir en arrière. D'abord parce que le planning ne changeait plus. C'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre, vous saviez comment vous travailliez, parce que s'il y avait malheureusement quelqu'un qui était absent, c'était l'horaire de journée qui glissait à ce moment-là, mais on ne rappelait pas quelqu'un qui ne travaillait pas. L'autre chose, c'est qu'on a fini par arrêter de prendre des contrats de remplacement. Donc on a eu un peu de mou sur la situation des crédits d'emploi. Donc on a créé un pool de suppléance parce qu'on voulait essayer de donner aussi en retour aux professionnels. Et dans ce pool, l'idée c'était de travailler pour que les professionnels qui jusqu'à présent travaillaient un week-end sur 2 travaillent un week-end sur 3. Donc voilà. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que le CEPOM a changé dramatiquement depuis le budget de cet établissement. Donc je pense que, et en tout cas j'espère que cette organisation a été revue en ce sens. Parce que ce que je retiendrai en termes de méthodologie, c'est pas pour rien que je suis à la CFDT, c'est que c'est bien de faire de la co-construction, c'est même beaucoup mieux. C'est d'écouter les professionnels, de parvenir à identifier ensemble les temps qui sont importants et d'adapter à la situation, malheureusement, et au budget aussi, que nous avons. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette expérience. Voilà, merci. Oui, merci Sandra. D'abord, tu as tout dit dans un temps pressé, compressé, mais en tout cas, tu as dit c'est le fait d'aller à l'essentiel, de raconter ce qui compte. On pourra ensuite discuter de cette expérience avec la salle, bien sûr, mais je vais passer la parole à Corinne et à Serge. Alors d'abord, est-ce que vous connaissez tous ce petit livre blanc, le livre blanc du temps de travail, on va dire, mais parce que vous avez choisi, c'est un mode d'intervention. Ce livre est sorti il y a quoi ? Il y a 1 an et demi à peu près ? Il y a 4 ou 5 rééditions depuis. Il y en a quelques-uns encore en vente. Et le succès de ce livre dit quelque chose de cette exploration qu'on a ce matin autour du travail pressé et de distinguer les temps qui comptent, comme l'a décrit Sandra. Alors je vous présente, et puis après ça je vous passe la parole. Vous êtes tous les deux ergonomes et sociologues, Corinne et Serge. Donc, alors Corinne, vous êtes directrice de recherche au CNRS, et Serge, tu es directeur au CET, CNAM, rattaché au CNAM. Vous allez nous raconter un peu l'histoire de ce livre, de ce mode d'intervention de votre recherche et de cette transmission. Et puis derrière, ce que vous avez voulu décrire, ce que vous appelez le modèle de la hâte, qui correspond au fond à un nombre de métiers, parce que dans le livre, vous décrivez des situations très différentes.
et puis de discerner dans ce modèle que vous appelez réactif, en quoi ça peut peser sur chacun de nous, et puis quelles sont un peu nos stratégies pour y échapper et identifier les temps qui comptent, comme c'est aussi bien dit par Serge. Voilà. Je vous passe la parole à l'un et puis à l'autre. Il y a peut-être un deuxième micro qui va passer. Bonjour à toutes et tous. Alors, on n'est pas sociologue. Alors, on travaille beaucoup avec des sociologues, on en a dans notre équipe. On est souvent identifié comme sociologue compte tenu du contenu du livre. En plus, toi, tu diriges un labo de sociologie économique en n'étant pas sociologue, voilà. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec les sociologues, donc moi, je suis personnellement statisticien et ergonome. Et puis Corinne est ergonome pur beurre, voilà. Alors, on n'est pas dans une équipe de recherche dédiée aux questions d'intensité du travail, de travail pressé, etc. Notre centre de recherche s'appelle le CREAPT, centre de recherche sur l'expérience, l'âge et les populations au travail, qui existe depuis une trentaine d'années, et dédié aux questions, comme son nom l'indique, c'est-à-dire de la santé au travail au fil du parcours et ses liens avec l'expérience, voilà, avec des dominantes en ergonomie. Il y a de la statistique, de la démographie, etc., un peu de sociologie, un peu d'économie maintenant. Bon. Mais, comme à peu près toutes les équipes d'études, de recherche et tous les intervenants en pratique aussi dans des situations de travail, on n'arrête pas d'être confronté à cette histoire des usages, des temps dans le travail et de ce mouvement qui a été depuis longtemps caractérisé comme étant un mouvement d'intensification du travail, qui existe dans tous les pays industrialisés depuis une trentaine d'années. Et donc, un beau jour, il y a 2 ans peut-être, on a décidé, enfin c'est Corinne qui a eu l'idée puis qui m'a convaincu de le faire, qu'on le fasse ensemble, de faire un livre d'histoire, au pluriel, comme Laurent vient de l'indiquer, sur l'intensité du travail. Bon. Histoire vécue, situation analysée, observée, etc. etc. Alors, ce qui veut dire donc que, je ne sais pas si on apporte beaucoup à l'architecture conceptuelle des réflexions en sciences sociales sur l'intensification du travail, mais quand même, je vais en dire 2 mots là. En effet, le consensus, un peu dans les différents pays où c'est étudié, est autour du productivisme réactif, donc cette idée que les systèmes de production, mais aussi les administrations, dans le cadre du New Public Management, avec un peu de retard, mais que les administrations cherchent à, entre guillemets, rattraper sur le privé. C'est un des points dont on pourra discuter, si vous voulez. Qu'il y a donc cette tendance à combiner un volume important de travail par unité de temps réalisé par chacun et une forte réactivité, c'est-à-dire sans arrêt adapter ce qu'on fait à une demande parfois fabriquée par les producteurs eux-mêmes. Hein. Je ne sais pas si tout le monde a besoin du nouvel iPad dans des délais ultra rapides. Bon. Mais enfin, en tous les cas, à une demande variée, diverse, etc. Et adapter le volume d'heures, ou plus juste, à ce qu'on produit. Vous voyez, il y a cette double adaptation. La masse d'heures immédiatement adaptée à la quantité de ce qu'on va produire. Donc quand la quantité varie, précarité, intérim, etc., pour s'adapter, vous voyez, ce genre de choses, ou heures supplémentaires. Et puis la production elle-même, elle est tirée par l'aval, quoi. Zéro stock dans l'industrie, etc., flux tendu, adaptation au client. Bon. Alors tout ça a des répercussions dans un mélange, un faisceau de contraintes, un mélange de contraintes de divers types et qui ne font pas du tout bon ménage entre elles et qui pèsent sur les conditions d'usage du temps dans le travail et donc il y avait le terme activité tout à l'heure qui était affiché, mais c'est vraiment en effet le mot-clé, c'est-à-dire que ça percute et ça enserre, ça tient dans une espèce de ficelage l'activité de travail qui aura besoin, elle,
de davantage de marge pour s'épanouir et pour se développer. Ça se voit, entre autres, dans des résultats statistiques qui résument bien la chose. Donc je vais vous en donner très très peu, mais je vais vous en donner quand même. Dans les enquêtes nationales sur les conditions de travail, qui existent depuis plus de 40 ans en France, toutes les quelques années, il y a une des questions qui a été répétée, et tant mieux, au fil des décennies, dans les mêmes termes, posés de la même manière. Votre rythme de travail est-il imposé par? Et puis, je suis une liste, et on répond oui, non, et évidemment, il y a pu y avoir plusieurs causes. Eh bien, toutes les causes augmentent fortement, voire changent d'ordre de grandeur. La population concernée par chacune des contraintes augmente considérablement. Devez-vous faire un travail avec des normes imposées en moins d'une heure? 5% il y a 30 ans, 29% aujourd'hui. Avez-vous un rythme de travail déterminé en partie par la réponse à une demande immédiate? 28, 58. Avez-vous votre rythme de travail déterminé par une dépendance vis-à-vis du rythme de travail de collègues, en amont, en aval, dans la même équipe, etc. 11, 29. Vous voyez, tout ça s'accumule, se concentre, et ça ne fait pas bon ménage. On voit bien que, par exemple, avoir des normes de type industriel, très cadrées, avec du reporting, avec des indicateurs à satisfaire, etc., et s'adapter au maximum à la diversité des clients, des produits aussi, des problèmes d'équipement, des difficultés, de toute la variabilité des situations de travail, et puis des voyageurs, des élèves, enfin selon les professions, des patients. Ça colle pas a priori. Les deux modèles se télescopent un peu. Bon. Alors ça, c'est ce qui se passe dans l'activité immédiate. On en donnera des exemples. Hein. Bon. Après, ça a été déjà dit un peu par Laurent, se télescopent aussi les systèmes d'horaire. Donc il y a une progression lente mais soutenue dans tous les pays industrialisés du travail de nuit. Mais aussi, il y a de plus en plus toute heure devient un peu ouvrable, toute journée devient un peu ouvrable. De plus en plus de personnes travaillent le soir chez eux, au moins un peu dans les transports, au moins un peu pendant les congés, etc. etc. Les techniques informatiques, évidemment, ayant joué un rôle là-dedans. Mais on a été, par exemple, dans un grand observatoire en santé au travail avec des réseaux de médecins du travail qui s'appelle l'Observatoire Everest. Certains d'entre vous l'ont entendu parler. On trouve un tiers des gens interprofessionnels en France, hein, un tiers des gens, un tiers des répondants qui disent qu'il leur arrive assez souvent ou très souvent de dépasser leurs horaires normaux. Évidemment, cette proportion plus élevée nettement chez les cadres, puisqu'on a ici les CFDT cadres. Bon. Alors, voilà. Et puis, il y a encore une troisième échelle, qui est l'échelle du temps long, qui lui aussi est bousculée. C'est-à-dire qu'il y a un système de changement accéléré et accélérant, de plus en plus fréquent. Je ne veux pas généraliser, hein, ça peut dépendre des contextes. Mais en gros, il y a quand même ça qu'on peut constater, c'est-à-dire de plus en plus souvent, la norme c'est on change souvent d'objectif et ou d'organisation et ou d'équipement et ou de lieu. D'ailleurs, parfois, on déménage, on restructure, etc., de collègues, d'encadrants. Il y a une norme plus ou moins implicite qui existe dans certains milieux professionnels, et on pourra en reparler, où un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui ne reste pas trop longtemps là où il est, ou elle. Je ne dis pas que c'est général, mais en tout cas, il y a cette idée. C'est souvent 3 ans dans un certain nombre de secteurs. Bon. Voilà. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence, au point qu'on considère que ça mérite de faire un livre avec, pour en parler. La première, elle est majeure pour nous, selon nous, c'est que ce contexte-là est un facteur d'individualisation des situations de travail et du rapport au travail. D'abord, les collectifs sont plus instables et donc il y a moins de vie collective, etc. Et aussi, chacun éprouve cela, parce que ça télescope des stratégies de travail très personnelles, très intimes, auxquelles chacun fait face, que chacun essaie à construire avec ses propres ressources et son propre parcours. Et j'ai repris pour éclairer ça un résultat de Parlons Travail, parce que quand même,
on est chez vous, hein, c'est dans cette salle même, parce que il se trouve que c'est une collègue et moi qui avions fait l'analyse statistique de Parlons Travail il y a quelques années en lien avec votre confédération. Et alors, je ne vais pas vous donner les chiffres, je vais vous donner. Il y a l'une des questions, plusieurs questions visaient comme ça à cerner le côté pression temporelle du travail. C'était est-ce que vous prenez, est-ce qu'on prend la totalité de ses congés ou pas? Est-ce qu'on a une quantité de travail qu'on juge excessive? Est-ce qu'on a des objectifs parfois qu'on trouve intenables? Et est-ce qu'on a ou pas le temps de faire correctement son travail? 4 items. Et puis on avait bâti un petit score comme ça. Est-ce que les personnes font une réponse négative, enfin défavorable, à 0 de ces 4 items-là, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4? Alors les courbes, retourner, pianoter et trouver le rapport, il est facile à attraper sur, je crois, sur le site de la Confédération, enfin j'en sais rien, enfin il doit bien être quelque part, bon, les résultats de Parlons Travail. Et on voit des courbes, mais d'une très très grande netteté, avec des changements d'ordre de grandeur, selon la valeur de ce score, sur des réponses à j'ai des douleurs, je dors mal, à cause de mon travail, pardon, j'ai des douleurs à cause de mon travail, je dors mal à cause de mon travail, je ne pourrais pas tenir au travail sans alcool, je ne pourrais pas tenir au travail sans médicaments. Alors, les enquêtes étaient complètement anonymes, hein, je suppose que beaucoup d'entre vous y avaient même répondu à l'époque. Bon, voilà. Alors, on comprend bien que ce que je viens d'énumérer comme trouble de santé, c'est très très personnel. Au moment où quelqu'un fait le constat qu'il se met à prendre des médicaments et que ça a à voir avec son travail, éventuellement il en parle à quelques collègues proches, mais ce n'est pas d'emblée posé, sauf peut-être s'il y a des réseaux militants très très adaptés pour ça, ce n'est pas d'emblée posé comme un enjeu collectif. Donc, c'était pour nous une des raisons de faire un bouquin dont l'un des objectifs, c'est que ceux qui le lisent puissent se dire « je ne suis pas tout seul ». Bon, premièrement. Deuxièmement, et je passerai plus vite parce qu'on y reviendra en conclusion, la deuxième raison qu'on a eu de faire le bouquin, c'est que ce phénomène-là, ce modèle de la hâte, est justement posé comme un modèle. Quand on a commencé à travailler, quand on était dans les débuts de nos carrières professionnelles, les miens étant antérieurs nettement à ceux de Corinne, mais néanmoins, on avait à faire face, et vous devez connaître ça, à des formes de déni. N'exagérons rien, c'est pas si grave, quand même, on n'est plus au temps de Zola, le travail à la chaîne c'est fini, etc. etc. Bon. Petit à petit, sont passés par là les troubles musculo-squelettiques en grand nombre, le développement des facteurs de risque psychosociaux et des débats à ce sujet, y compris avec des cas de suicide et de tragédies personnelles un peu graves, etc. etc. Les mouvements, par exemple, comme la réforme des retraites, dans lesquels les questions de la qualité de la vie de travail ont été clairement posées. Bon. Donc, le déni, c'est un peu fini dans notre expérience. En tout cas, c'est beaucoup moins qu'à l'époque. Et en revanche, et c'est pas forcément mieux, on doit faire face à une espèce de fatalité. C'est comme ça. Il faut accélérer. Il y va de la compétitivité internationale, il y va de la maîtrise des deniers dans la fonction des deniers publics dans les fonctions publiques. Voilà. Alors là aussi, ça vaut la peine de déconstruire ça. Ça, c'est vraiment un des buts de notre bouquin. Et comment on le fait, c'est qu'on a découpé en un certain nombre de chapitres qui ne sont pas des dimensions temporelles, mais qui sont des sujets très importants dans la vie des systèmes de production, dans lesquels nous prétendons que l'intensification du travail fait des dégâts, a des retombées qu'on n'a peut-être pas l'habitude de repérer. Alors on a ça 8 chapitres qui vont de l'accueil des nouveaux aux fins de vie active, en passant par des questions de qualité, des questions d'encadrement, des questions de conduite du changement, des questions de risque industriel, etc. Et à chaque fois, ce qu'on essaye de montrer par des histoires, c'est voilà où le travail pressé fait son œuvre, et on aurait tort de négliger cette dimension-là de ce qui se passe. Alors pour l'exposé d'aujourd'hui, à titre d'exemple, et après échange avec Laurent, on va vous parler en extrait de deux d'entre eux. L'un sur la question des transmissions de savoir et des accueils de nouveaux, l'autre sur l'encadrement, puisque quand même,
on est dans une organisation de cadre. Et puis après, donc, transmission, encadrement, et Corinne fera à la fin la conclusion, les grands enseignements qu'on en tire, notamment la question des temps qui comptent. Bien. Vous m'entendez bien là? Ça marche? Bon, juste en préambule quand même, pour dire que je suis très contente d'être là, parce que ce livre aussi, il a une filiation, entre autres, le travail qu'on avait réalisé il y a une quinzaine d'années ici à la CFDT, à la demande de Laurence Théry à l'époque, et qui a produit un autre ouvrage qui s'appelle Le travail intenable, donc qui était issu en fait d'un travail de formation de syndicalistes à l'analyse du travail ici à la CFDT, et qui a duré, qui s'est étalé sur moins de 2 ans, et c'était vraiment une expérience très riche. Et l'ouvrage qui a été coécrit avec les militants reprenait déjà cette idée d'intensification et comment elle était vécue au plus près des milieux professionnels, et comment on pouvait la rapporter. Donc je pense qu'on avait aussi en tête cet ouvrage quand on a fabriqué le nôtre. Bon, voilà. Donc je voulais vous faire un petit clin d'œil sur le sujet. Oui, et puis avant de vous parler d'un chapitre aussi, compléter ce qu'a dit Serge sur l'idée de pourquoi on l'a appelé modèle, parce que c'est vrai que l'intensification du travail, malheureusement, c'est maintenant un phénomène qu'on connaît bien, et l'intensification du travail, c'est une conséquence. Et on voulait insister avec l'idée de modèle sur le fait que c'était aussi un mode de pilotage des organisations, et c'est pour ça que les premières pages de l'ouvrage en intro reprennent la question de l'incendie de Notre-Dame, avec où le lendemain on fixe déjà la date à laquelle tout doit être réparé, 2024, et finalement c'est un mode de management par les butées temporelles qui font complètement abstraction des réalités concrètes, des temps qu'il faudrait prendre en compte, etc. Je lisais encore hier ou avant-hier, là, on est de nouveau en plein dans le sujet avec les histoires de couverture en plomb de Notre-Dame, parce qu'on a voulu faire à l'identique, et par exemple, il n'y a pas eu ce temps de débat. Donc voilà, et donc finalement, c'est un mode de management qu'on retrouve à toutes les échelles des organisations du travail, et qui produisent de l'accélération et potentiellement des risques. Donc voilà, pour finir sur l'introduction. Alors oui, donc on a essayé d'attraper 2 exemples pour vous illustrer un peu comment on a fonctionné. Donc je vais vous parler du premier chapitre qui s'appelle « Tu repars déjà », et qui évidemment traite des questions de problématiques de fidélisation, d'accueil et de formation des nouveaux, des nouvelles, qui ne sont pas forcément tous des jeunes, et ceux qui les accueillent ne sont pas forcément tous des seniors, parce que maintenant les vies professionnelles sont plutôt un peu plus chahutées. L'idée de rester à vie dans une entreprise au même poste ou pas trop loin, ça devient de moins en moins la réalité. Donc déjà il y a une diversité de profils de nouveaux et de nouvelles, sans que ce soit forcément bien intégré dans les entreprises. Alors quand on a rédigé l'ouvrage, c'était à peu près, Serge l'a dit, aux alentours de 2021. Donc c'était un peu avant que ces questions de difficultés de recrutement dans certains secteurs fassent la une des journaux. On en parle encore. On se rend compte qu'en fait, ce n'est pas que certains secteurs, mais que ça touche finalement de très très nombreux secteurs professionnels. Mais c'est une question que nous, on avait déjà rencontrée au CREAPT depuis un certain nombre d'années, et qu'on avait mis en avant dans nos échanges avec différentes entreprises, notamment au tout début des années 2000, au moment où les premiers baby-boomers partaient à la retraite et qu'il y avait des possibilités de pouvoir les remplacer. Et cette question de l'accueil des nouveaux était finalement peu intégrée dans les outils RH ou au coup par coup, alors que ça devenait une question montante. Et déjà dans certains secteurs, notamment dans le BTP, je ne vais pas vous en parler ici, mais on en parle dans l'ouvrage, c'était une question qui était déjà cruciale, de savoir comment on faisait pour conserver les savoir-faire dans les entreprises, et comment on arrivait à les transmettre à des nouveaux qui, suivant les conditions de formation, soit quittaient,
soit s'usaient assez prématurément, et voire dans certains milieux professionnels, pouvaient avoir des accidents du travail relativement tôt dans leur carrière, ce qui orientait durablement leur carrière professionnelle avec des pépins de santé dès le début. Donc voilà, donc on a essayé de montrer que quels que soient les milieux professionnels, les ressorts ou les difficultés d'accueil étaient assez identiques. Et alors bon, on parle largement dans ce chapitre du secteur hospitalier et notamment de services de gérontologie. Donc ça fait beaucoup écho évidemment à ce que vous avez pu raconter, mais à la fois ça illustre très très bien les problématiques qui se jouent autour de la transmission, et notamment on reprend une aide-soignante qui confie, d'ailleurs c'était issu du travail avec la CFDT cet exemple-là, qui confie son désarroi à transmettre, alors qu'a priori le temps de la transmission est plutôt vu comme un temps important, qualitatif, qui fait sens pour les anciens et les anciennes, surtout que c'est dans la mission quand on est dans le secteur public hospitalier, donc c'est quelque chose qui est vraiment important. Mais finalement, quand on a des conditions de travail dégradées, la transmission, ça participe un peu plus à dégrader le travail, et pas simplement parce que ça prendrait du temps supplémentaire. C'est parce que ça a à voir avec la nature de ce qu'on transmet. Et donc cette aide-soignante dit j'ai une nouvelle, je dois lui montrer comment faire une toilette auprès d'un patient. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lui montre comment on fait une belle toilette qui prend 20 minutes ? Et je sais que si je lui transmets ça, en fait, ce ne sera pas très opérationnel. Elle aura très peu de moments où elle aura 20 minutes devant elle. Ou alors, si je veux lui rendre service, entre guillemets, je lui montre comment on fait une toilette en 5 minutes, mais c'est une toilette bâclée. Et c'est ça que je lui transmets. Je lui transmets du sale boulot. Donc, c'est pas que le temps de la transmission, c'est la nature de ce qu'on transmet. Et quand les situations de travail sont dégradées, la transmission consiste à montrer du travail dégradé et qui produit des conflits éthiques et des conflits personnels vécus individuellement, parce qu'on a l'impression que ça n'arrive qu'à nous. Alors, dans un autre service de gérontologie ailleurs, on voit aussi que parfois ces temps de transmission sont des temps où il se passe beaucoup de choses, et il se passe beaucoup plus que le fait de transmettre à un nouveau ou à une nouvelle. Donc, dans ce service de gérontologie qui a été pas mal chahuté auparavant, notamment sur ce que c'est autour de la question de ce que ça voulait dire de prendre en charge un patient âgé. Il y avait des conflits entre les anciennes du service et les nouvelles. L'encadrement a arbitré en proposant aux plus anciennes d'aller dans d'autres services. Donc, il n'y avait plus que des nouvelles, en fait, qui avaient très peu d'ancienneté. Et donc là, il y a une titulaire qui doit former une stagiaire et qui doit passer son examen le lendemain. Et juste la veille, ça tombe bien dans le planning, elles sont ensemble. Donc, elle lui propose de faire un examen blanc, s'entraîner, d'avoir un retour, etc. Et elles le font à deux parce qu'elles avaient l'habitude de fonctionner en binôme. L'idée, c'était d'aller de faire un soin à une patiente du service. Bon, alors juste avant, pour que cet examen blanc ait lieu, il y a eu toute une organisation collective. Elles étaient 4 ce jour-là. C'était assez miraculeux parce que souvent elles étaient un peu moins. Et donc elles sont organisées des binômes. Et il y a un autre binôme qui a pris en charge plus de patients pour leur dégager du temps. Donc ça veut dire que on est vraiment dans le vif du sujet, mais ça montrait aussi l'engagement à ce que ce temps de transmission puisse se faire. Et puis au dernier moment, comme il y avait un peu de marge du côté des effectifs, il y a une autre aide-soignante qui n'était pas prévue dans le dispositif qui s'est invitée dans ce binôme. Elle a dit « moi je viens vous voir ». Et il se trouve que cette aide-soignante, elle était toute nouvelle, ça faisait 2 mois qu'elle était dans le service, mais elle avait une expérience beaucoup plus importante que toutes les autres dans le soin à domicile. Et en fait, ce temps de transmission entre une titulaire et une nouvelle s'est transformé finalement en dialogue professionnel entre les deux titulaires, avec l'une qui était beaucoup plus expérimentée que l'autre et qui justement a utilisé ce temps pour discuter de comment on fait pour articuler des soins techniques, du cure, avec des dimensions de soins autour du care, du soin gratuit, qui
se traduit par exactement ce que vous disiez dans d'autres circonstances, à s'asseoir avec un patient et puis boire un café. Là, c'était autour de l'accompagnement du geste technique, du geste professionnel, et elle lui a signalé combien c'était important, et ça faisait partie du soin, et que ça pouvait se transmettre, et ça pouvait s'apprendre, alors que l'autre titulaire avait évacué cette question du care pour rester sur des actes techniques. Donc en fait, on voit que ce temps de la transmission, il est aussi utile, et il est utile dans des dimensions plus collectives pour avoir un temps de débattre de ce que c'est que le métier. Je m'arrête là pour l'exemple du premier chapitre. Bah, t'as un micro, toi. Tu veux pouvoir m'interrompre, c'est ça ? C'est ça. Dans le chapitre encadrement qui s'intitule Minute j'encadre, bon, on a mis des titres un peu peps comme ça pour créer chez le lecteur potentiel l'idée que ça se lit agréablement. Alors évidemment, ça je vais rien vous apprendre. La position des cadres, des encadrants, des cadres dans cette affaire-là, est à la fois la même que les autres et pas tout à fait. C'est-à-dire la même que les autres au sens, bien entendu, ce faisceau de contraintes dont on vous parle depuis tout à l'heure vaut pour elles et eux aussi. Mais d'autre part, parce qu'ils sont pour partie en charge de les mettre en œuvre et ou de les rendre tenables. Il faut que ça tienne. Il faut que... Voilà, dans ce contexte de ce faisceau de contraintes, il faut que le travail se fasse au moins mal ou au mieux, du point de vue de la qualité du travail lui-même et du point de vue de la santé des personnes et du point de vue des résultats obtenus. Alors, ceci se passe dans un contexte, je le dis incidemment, et ça vous devez le savoir mieux que nous, mais on le sait par des résultats de travaux sociologiques et statistiques, qu'il y a de plus en plus, mais vous le savez sans doute, de cadres qui n'encadrent pas et d'encadrants qui ne sont pas cadres. Et ce n'est pas tout à fait la même position du point de vue des sujets comme celui-là. Le plus souvent, pardon pour la généralisation, les non-cadres encadrants sont plus en situation d'être à proximité des personnes qui sont cadres, sont souvent d'anciens du métier. Ils sont souvent d'ailleurs pas la qualification de cadre, hein, ils sont chefs d'équipe, ce qu'on appelle les team leaders, enfin des gens comme ça, mais plus loin des circuits de décision au-dessus. Et puis les cadres encadrants sont eux déjà un peu plus près des informations et des échanges avec ce qu'il y a au-dessus, mais éventuellement un peu moins près, et c'est tout un enjeu sur lequel je vais revenir tout de suite. Et puis alors, il y a beaucoup de cadres qui ne sont pas encadrants, et là, pour l'instant, on est sur encadrement. Hein. Bon. Alors, on a pris, évidemment, le thème général du chapitre, c'est sur les tensions que ça génère de pouvoir concilier des enjeux ayant trait à la bonne harmonie de l'équipe qu'on encadre et à la santé ou bien-être et la qualité du travail des personnes, et au respect d'un certain nombre d'indicateurs qu'on est chargé de faire respecter, un certain nombre d'enjeux et de butées temporelles qu'il s'agit de tenir. Bon. Alors, ça met souvent les cadres face à des problèmes compliqués qu'ils essayent de résoudre par une activité que, pour la caractériser dans le bouquin, on s'est référé au métier du cirque. On a donné l'exemple du cadre acrobate, du cadre jongleur et du cadre équilibriste. Alors, je vais vous les reprendre vraiment d'un mot avec l'exemple principal qui a servi à chacune de ces trois catégories. On a utilisé l'image de l'acrobate pour les cadres d'un service administratif. Je crois que je vais dire les noms là, des entreprises, mais vous voudrez bien les oublier parce que c'est anonyme dans le bouquin, mais ça aidera à ce qu'on comprenne. Ministère des Finances, peut-être certains d'entre vous, certaines qui en font partie. Pardon ? Non, mais j'ai dit un mensonge, ce n'était pas le ministère des Finances. Hein. J'ai dit ça pour fixer les idées. Merci beaucoup de m'avoir prévenu. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen de pas... Donc, dans un grand ministère chargé des questions économiques, on est dans les services, des services déconcentrés, donc. Et ce sur quoi on a attiré l'attention, entre autres, hein, dans cette étude et dans ce qu'on en dit là,
c'est sur cette double responsabilité croissante des chefs de service de, 1, tenir des indicateurs de plus en plus nombreux, précis et rigoureux, 2, devenir de plus en plus responsable de la QVT, la qualité de la vie de travail de leur personnel. Et on voit bien qu'il y a un souci entre les deux choses. Alors, ce que nous racontons, parmi les stratégies développées par ces encadrants, c'est d'une part des semi-tricheries pour faire tenir ces deux choses-là ensemble. L'exemple type étant quand il y a des dossiers qui sont encore largement dans les temps pour les traiter. À la limite, ça va être bientôt la butée, où la butée temporelle est déjà dépassée. La priorité, c'est ceux du milieu. La priorité, c'est ceux où c'est encore dans les temps, mais presque à la limite. Et, entre guillemets, tant pis pour les autres. Pourquoi ? Parce que les indicateurs sont calculés sur le pourcentage de dossiers terminés et rendus dans les temps. Et donc, pour ceux qui ont déjà dépassé la butée temporelle, à la limite, c'est trop tard de toute façon. Et ce n'est pas de se préoccuper d'eux qui va... voilà. Donc, ces encadrants suggèrent fortement cette priorité de la catégorie intermédiaire aux personnes de leur équipe, tout en ayant le sentiment, et les collègues de leur équipe leur renvoient cette image-là, que ce n'est pas du bon travail, ça, de faire comme ça. La logique d'un service public est quand même que ceux qui attendent depuis le plus longtemps soient servis en premier. Autre exemple toujours, c'est que ces mêmes encadrants, pour pouvoir réguler continuellement les incidents de parcours dans leur service, travaillent porte ouverte, pour dire vite. C'est-à-dire sont considérés et le disent comme joignables à tout moment par les personnes de leur service. Ce qui veut dire que les dossiers épineux, un peu chauds, un peu pointus, un peu compliqués, ils se les gardent, mais en dehors des périodes où il y a l'équipe présente. Et donc là, on a une des composantes du débordement des horaires chez les encadrants, qui est de pouvoir eux-mêmes se donner du temps de non-encadrement avant que l'équipe arrive ou après son départ, et en ayant donc des horaires, ou en reprenant du travail chez eux le soir quand ils sont rentrés. Bon. Alors, deuxième exemple, celui qu'on a qualifié de manager jongleur, c'est des situations où une grosse partie de la tâche de l'encadrant, c'est de faire et de réajuster en temps réel très souvent les plannings et les répartitions de tâches, les tâches d'ordonnancement. Donc là, on est chez les personnels au sol d'une grande compagnie aérienne. Ce qu'on analyse, voilà, c'est justement la manière dont ces plannings, ils sont appelés régulateurs. En fait, ils n'ont pas une qualification très particulière, mais ils ont de fait une fonction d'encadrement, parce que c'est eux qui définissent qui va s'occuper de quel vol à quel moment. Alors vous voyez que c'est bourré d'aléas, ça, puisque les avions arrivent à l'heure ou non, ont ou non un problème au décollage ou à l'atterrissage, les passagers eux-mêmes en ont, un enfant a perdu ses parents, etc., etc. Bon, donc on gère tout ça et on rattrape, etc. Plus le fait qu'il y a des restrictions d'aptitude. C'est assez important. C'est-à-dire que certaines parties du personnel ne doivent pas être assignées à telle ou telle tâche parce qu'il y a tel ou tel type de contrainte qui ne colle pas avec des problèmes de santé ou autres, et que le service de santé au travail est intervenu dans ce sens. Donc voilà, il gère tout ça. Alors, ce que montre notre collègue qui a mené cette étude, c'est que une partie de ces modifications de planning sont anticipées à l'initiative même de cet encadrant régulateur. Et une autre partie, c'est des appels qui lui viennent, en général des membres de l'équipe elle-même, pour leur dire il y a un problème, il faut changer ceci ou cela. Et alors, plus le travail est intense pour ces régulateurs eux-mêmes, plus ils arrêtent d'anticiper, parce qu'ils ne peuvent pas, et ils ne sont que dans la réponse à des demandes urgentes venant des membres des équipes. Et évidemment, du coup, tous les enjeux un peu personnels de santé au travail au sens large, de bien-être, enfin, des choses du genre il ne faut pas que je donne un avion de tout à fait fin de vacation à tel agent parce que ce jour-là, c'est le jour où il doit récupérer ses gamins, etc. Il ne faudrait pas qu'il se retrouve en train de déborder. Ces choses-là ne sont plus gérables par anticipation. Autrement dit, il y a un problème de contrainte de temps sur les régulateurs qui se transforme en impossibilité de gérer certains enjeux de temps pour les équipes. Ça, c'est le jongleur.
troisième et dernier exemple, catégorie, ce qu'on a appelé l'encadrant équilibriste. Là, c'est dans la construction d'avions, dans un atelier de construction d'avions. Alors, c'est une étude de Corinne, donc j'en parle de mon mieux, puis voilà, tu grommelleras si je fais des bêtises. Mais enfin, en gros, il y a un système extrêmement fin de construction des parcours professionnels pour passer d'un poste de travail à un autre au bout de quelques années, en général pas beaucoup, 2-3 ans, enfin voilà. Et en général avec un parcours qui est construit tel que les exigences du côté santé-pénibilité tendent plutôt à diminuer, qu'on progresse plutôt avec moins d'exigences, disons, de sollicitations musculaires et articulaires fortes, et en revanche, plus d'exigences du côté compétences. Et la construction, tout un savoir. Et donc, c'est pensé comme ça, un peu, les itinéraires. Bon. Sauf qu'évidemment, avec les problèmes de santé imprévus, avec les changements dans les modèles et l'organisation générale de l'atelier, tout ça se trouve sans cesse bousculé. Et donc, cet équilibre-là, qui fait que dans l'ensemble, c'est assez harmonieux et que chacun trouve à peu près sa place, grâce notamment à l'espoir d'une situation un peu plus intéressante et un peu moins fatigante qui va venir à l'horizon de quelques années, quand c'est remis en cause, ça, tout à fait, tout s'écroule un peu, quoi. Bon, tout cet édifice, comme ça, s'écroule un peu. Donc on a une situation intéressante, favorable, gérée finement par ça s'appelle les team leaders, ces chefs d'équipe locaux, mais très fragile. Et cette fragilité-là, évidemment, pose un problème durable, continu, répété, dans la réalisation de leurs fonctions. Bien. Donc, en fait, ce modèle de la hâte, il façonne notre activité. Hein, et en tout cas, il tente de la façonner. Mais on voit bien aussi qu'il n'y a pas un lien direct entre charge de travail et devoir se dépêcher. Être dans l'urgence, il y a un autre résultat. Alors cette fois-ci, c'est une étude où moi j'étais pas, Serge y était, dans une grande administration où avec une enquête par questionnaire, il y en a 60% qui répondent avoir une charge de travail élevée et 40% qui disent devoir se dépêcher. C'est l'inverse, pardon, l'inverse. 40% charge de travail élevée et 60% qui disent devoir se dépêcher. Donc, charge de travail n'est pas équivalent à devoir se dépêcher. Et on voit bien, moi, pour rester dans le service de gérontologie, dans un autre service, à un moment donné, ça a craqué quand on a retiré une tâche au personnel soignant. Parce qu'elles disaient qu'elles étaient débordées. Donc, on leur retire une tâche, mais c'était une tâche qu'elles considéraient comme essentielle dans la relation au patient. Donc, de fait, elles perdaient le sens. Donc, on voit bien que les questions de charge de travail, en fait, peuvent expliquer beaucoup, mais ne résument pas en totalité les enjeux de l'intensification. Donc effectivement, c'est un temps qui est densifié, occupé un plein temps. On vous en a donné des exemples. C'est un temps qui déborde, Serge vient de l'expliquer, hein, sur les horaires habituels. Mais on voit aussi que c'est un temps qui est assigné, c'est-à-dire qui a induit des formes de prescription de la qualité et qui heurte les questions de sens du travail. Un temps consigné, quand on doit faire des activités de reporting, particulièrement pour les encadrants, ou consigné dans le sens où on doit rapporter ce qu'on a fait, mais dans les indicateurs qui nous sont donnés, sur lesquels on n'a pas trop la main, qui peuvent être hors sol. Et puis c'est aussi un temps enfermé dans le moment présent, parce que cette espèce d'accélération permanente, des changements permanents, de la course permanente, ça nous arrime au moment présent, et ça veut dire que se tourner symboliquement vers son passé, c'est-à-dire c'est quoi mon expérience, comment je la réinvestis, comment je la garde vivante, etc. Ça devient, il n'y a plus de temps pour avoir cette réflexion, voire c'est pas valorisé par les organisations du travail. Ça touche particulièrement quand on vieillit, où la question de l'expérience, elle devient de plus en plus centrale, y compris pour quand l'expérience à avoir avec la santé. Et donc là, ça devient
devient compliqué. Et puis pour les plus jeunes ou les nouveaux qui se forment, quand les temps de transmission sont comprimés, voire disparaissent. Donc penser l'après devient aussi de plus en plus compliqué. Donc on reste enfermé dans le présent. Donc voilà, ce modèle de la hâte, c'est dans le sens de modèle aussi parce que ça diffuse une culture temporelle. Et alors, c'est pas le sujet forcément aujourd'hui, mais on peut se demander si cette culture temporelle, elle ne se diffuse que dans les temps de travail. C'est possible qu'elle aille aussi se diffuser ailleurs dans ce fameux temps hors travail. Mais bon. Alors, à contrario, on n'a pas voulu non plus dresser qu'un tableau sombre des situations professionnelles avec ce modèle de la hâte, parce que, évidemment, surtout quand on est ergonome avec d'autres et qu'on s'intéresse à l'activité, on se rend compte que les personnes ne sont pas juste passives devant ce qui leur arrive, et qu'il y a toujours, alors ça peut avoir un coût, hein, surtout quand il faut lutter contre, ou quand il faut faire les choses clandestinement, ça peut finir par avoir un coût, mais il y a toujours cette tentative de pouvoir faire autrement, et notamment ce qu'on a appelé de tenter de mettre en place les temps qui comptent. Donc je vais aller rapidement parce qu'on en a beaucoup parlé à nous trois finalement. Mais dans les temps qui comptent, qui sont un peu transversaux au milieu professionnel, il y a ce temps de la transmission. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vraiment l'idée que transmettre, c'est travailler. Et transmettre, c'est pas que transmettre à un nouveau. Les transmissions, elles sont dans tous les sens et dans des cercles plus larges que le nouveau ou la nouvelle qui vient d'accueillir. C'est le temps pour construire avec les autres, et le temps de la transmission en est un, mais pas que. Vous évoquiez, comment dire, dans les organisations du travail, il y a souvent l'idée, maintenant, ça devient de plus, il y a des modes managériales où on convoque le collectif. Il faut travailler ensemble parce que vous allez faire du meilleur boulot, ça fait du sens, etc. Bon, on peut difficilement dire que c'est pas vrai, mais ça vient avec une forme de... Bon, déjà, il y a la question des ressources, mais ça vient aussi avec une conception de ce que c'est qu'un collectif. Et bien souvent, il y a une vision un peu simplifiée où le collectif, c'est l'équipe. Bon, on sait que c'est pas tout à fait ça, que les frontières sont mouvantes, qu'elles vont au-delà de l'équipe de travail. Et l'exemple typique, c'est le collectif, c'est aussi les patients. C'est aussi les usagers ou les clients, etc., et qu'on construit avec eux. C'est aussi l'idée que les fonctions des collectifs ont à voir avec la prévention de la santé, et que la prévention de la santé, ça marche d'autant mieux que les collectifs sont plus ou moins stabilisés et qu'il y a de la diversité, notamment d'âge, d'ancienneté, etc., parce qu'il se joue quelque chose autour de la construction collective de la santé, etc., etc. C'est aussi, parmi les temps qui comptent, le temps de la créativité. Alors la créativité, elle est contenue dans la notion d'activité que les ergonomes appellent, mais que vous connaissez, c'est-à-dire l'idée qu'on ne fait jamais ce qu'on nous demande de faire, et qu'il y a des bonnes raisons à ça, parce qu'on ne peut pas tout prévoir, il y a des aléas, il faut il faut trouver des solutions nouvelles, etc. Et ça, à la rigueur, ça peut être un bon côté du travail, hein, c'est ce côté d'être face à des situations nouvelles, et puis on essaye de trouver des solutions. Mais c'est aussi parce que quand on vient au bureau, dans un atelier, un département, etc., on ne laisse pas au vestiaire qui on est. Et qui on est, c'est notre état de santé, nos attentes vis-à-vis du travail, etc. Tout ça fait qu'on ne fait jamais tout à fait ce qu'on nous demande de faire. Donc cette idée de la créativité, elle se niche aussi dans le fait qu'on ne fait pas ce qu'on nous demande de faire. Mais ce décalage aussi, d'une certaine manière, il fait sens dans la mesure où c'est une manière d'approprier son temps de travail, de s'approprier de son temps de travail, d'être dans les temps. Peut-être, mais d'une autre manière, si je continue les jeux de mots de Raymond DeVos, d'être dans les temps d'une autre manière que dans l'urgence, être à l'heure, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qui est relativement important chez les personnes, et qui aussi permet de revisiter la question de l'innovation. Voilà. Qui n'est pas à confondre avec la créativité. L'innovation est souvent présentée comme disruptive, c'est-à-dire en rupture avec le passé, et notamment les expériences individuelles, collectives, etc. Là, l'histoire de la créativité, au contraire, la créativité passe son temps à dialoguer avec le passé et le futur pour construire l'après. Donc c'est bien une circulation dans ces catégories du temps plutôt que d'être en rupture avec ce qui se faisait avant. C'est le temps pour élaborer son parcours professionnel. Chez les nouveaux, on se rend compte que c'est un temps qui est de plus en plus individualisé.
on peut le regretter. On est entrepreneur de soi-même maintenant. Comment dire, ce temps d'élaboration, souvent, c'est un temps qui vient s'ajouter à son temps de travail. Donc on voit par exemple des compagnons de l'aéronautique qui se dépêchent de finir leur boulot pour aller voir le poste d'après qu'ils ont repéré, commencer à se rendre disponibles, commencer à se former un peu sur le tas, etc. On voit ça dans le BTP aussi, mais finalement c'est un temps qui est très important. Et pour les plus anciens, ce temps d'élaboration du parcours, c'est la possibilité, c'est de trouver des moyens pour que l'expérience qui est aussi porteuse de prévention de la santé soit utilisée dans leur travail d'aujourd'hui, parce que c'est comme ça que le travail est soutenable et qu'ils peuvent durer sur certains postes, sur certaines fonctions. Je vais conclure parce que je sais qu'il faut... Bon, ça va ? Bon, on va un peu discuter peut-être aussi après. Donc voilà, donc en fait, on peut regarder l'activité de chacun, chacune, comme un agencement des temps. Nous sommes des ingénieurs des temps. Et notamment en essayant de faire la promotion dans notre activité au quotidien de ces temps qui comptent malgré tout et malgré le modèle de la hâte. Donc effectivement, du côté des solutions, alors on aura peut-être l'occasion d'évoquer des solutions concrètes, mais l'idée est de mettre au jour, c'est au cœur du temps, mais nous on aurait envie de dire au cœur des temps, et c'est de mettre au jour cette ingénierie des temps et de pouvoir la rendre visible et de pouvoir en débattre. Je crois que ça allait complètement dans le sens de ce que vous évoquiez, cette expérimentation qui visait justement à parler des contenus des temps plutôt que de parler de l'enveloppe temporelle en elle-même. Et finalement, passer du temps singulier au temps pluriel, c'est nous doter d'un pouvoir d'action, parce que passer du singulier au pluriel, c'est pas juste une histoire théorique ou abstraite, hein. C'est prendre au sérieux que le temps, c'est d'abord un contenu, et qu'à partir du moment où on arrive à lister les temps avec des contenus différents, ça nous permet de réfléchir à la manière dont on peut s'y prendre, alors que dans bien d'autres situations, si on parle que du temps singulier, on peut se trouver un peu pétrifié devant le fait que ça s'accélère et qu'on n'y peut rien, parce qu'il n'y aura pas plus de monde, parce qu'on ne va pas nous supprimer des tâches, etc. Donc on ne peut rien faire. Donc passer au temps au pluriel, c'est finalement se dire qu'on ne fait pas que subir le temps, mais qu'on est en capacité de pouvoir agir dessus, le construire, et c'est discuter des contenus, donc c'est nous donner des outils pour pouvoir penser autrement cette affaire de temps, et je pense que c'est complètement dans la tonalité de ce que vous évoquiez. Et puis aussi, alors ça c'est une banalité à la CFDT, mais ça passe avec une autre conception de la santé au travail, qui n'est pas que le fait de ne pas avoir des problèmes de santé, c'est aussi la possibilité de la construire, et donc la question de l'expérience, des savoir-faire, des compétences, etc. est très liée à cette question de la santé. Or, il y a souvent on fonctionne en silo dans les entreprises, avec d'un côté des acteurs de la santé qui s'occupent de la santé problème, et puis les RH qui s'occupent des compétences. Et en fait, ces personnes-là se rencontrent dans les situations d'urgence où il faut faire pompier, parce qu'il y a un reclassement, il faut trouver de la place à une personne un peu dans l'urgence, et finalement trouver des temps d'échange pour réfléchir collectivement à ce que c'est qu'un parcours en santé et en compétences, un parcours en prévention, ça devient beaucoup plus difficile. Mais c'est un temps tout à fait essentiel, celui-ci. Et de réfléchir à l'avance, évidemment. Serge l'évoquait aussi, ce sont des pistes aussi sur la manière dont nos organisations du travail peuvent se doter d'une mémoire. Parce que, en fait, ce modèle de la hâte fait que nous n'avons plus de mémoire collective. Les données sont écrasées. Donc on ne peut plus aller avoir des retours d'expérience sur ce qui s'est passé dans les années précédentes, parce que ça change tout le temps, entre autres aussi les sigles, etc. Le modèle de la mobilité, c'est de bouger tous les 3-4 ans, parce qu'on n'est pas bon si on ne bouge pas tous les 3-4 ans. Donc les personnes partent aussi avec leur connaissance et leur mémoire de ce qui a pu se faire. Et puis parce que l'innovation, la bonne innovation, est celle qui est en rupture avec le passé, donc il faut se dépêcher d'oublier le passé. Donc il y a aussi à réfléchir à des outils qui nous permettent de construire et de conserver cette mémoire collective
Et je m'arrêterai là pour que nous puissions discuter si vous le souhaitez. Merci beaucoup à tous les trois. On peut les applaudir, je pense. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des témoignages? À vous la parole. Alors, merci. Oui, Carole, est-ce qu'il y aurait un micro qui puisse être passé? On a le temps. Merci. Voilà, puis comme hier, se présenter. Et bonjour, donc moi je suis Carole Chapelle, je suis secrétaire générale adjointe de la CFDT Fonction publique. Donc je suis un agent public, je vais être très 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 brève, et pour de vrai, même parce que souvent les gens qui disent ça sont en fait très longs. Déjà je vous remercie beaucoup parce que c'était tout à fait passionnant et ça ouvre des perspectives que moi je n'avais pas encore, notamment sur cette notion de modèle de la hâte qui peut être déconnecté de la charge de travail. Et c'est vrai qu'on parle souvent de charge de travail et il y a un lien absolument, mais j'ai des exemples précis de mon expérience professionnelle en tête. Je travaillais dans un service de scolarité d'une université, donc avec un rythme très haché, avec des périodes entières où il n'y avait pas forcément beaucoup de choses à faire, et d'autres où il y avait beaucoup de choses à faire, mais ce n'était pas tellement le fait qu'il y ait une charge de travail importante, c'était le fait qu'effectivement, il fallait sans arrêt être dans la réaction, trouver la bonne réponse sans arrêt, et ne jamais pouvoir anticiper à certaines périodes. Et voilà, pour une même charge de travail, ce rythme-là c'est pour ça que ce rythme était compliqué. Donc voilà, ça m'a ouvert des perspectives. Et Serge Volkov, vous disiez, vous ne saviez pas si quelqu'un se rappelait encore de l'analyse de l'enquête Parlons Travail, mais je crois qu'on s'en rappelle vraiment tous, et ce que vous citiez a beaucoup servi, notamment dans les négociations qu'on a pu avoir dans la fonction publique sur la santé au travail, parce qu'effectivement, ça montrait d'une façon flagrante la corrélation entre la santé, les conduites addictives, etc., et puis les marges de manœuvre, la qualité du travail. Donc oui, on se rappelle bien, et c'est vraiment c'est un outil extrêmement précieux. Donc voilà, je voulais vous remercier beaucoup. Et puis Sandra, on aimerait tous avoir une DRH comme toi, je crois. C'est vraiment... Non, mais c'était un exemple, un modèle tout à fait intéressant, et de voir qu'effectivement, il y a des choses, c'est compliqué, c'est long, mais ça peut marcher. Voilà, donc merci beaucoup. C'était pas vraiment des questions, mais c'était des remarques. Merci, Carole. Je vois qu'il y a une question de Sandrine. Sandrine Ourcival, membre du Bureau national cadre. Oui, donc c'est un sujet très intéressant. Bien sûr, en tant que cadre, j'ai pu travailler sur des organisations de travail, je dirais, il y a à peu près 15 ans, sur ce qu'on appelle le lean management. Et moi, je suis dans une entreprise qui s'appelle La Poste, et je travaillais sur toute la partie industrielle. J'ai eu plusieurs postes tout au long de ma carrière, et j'ai vraiment pu travailler sur le modèle industriel, et donc mettre en place ce qu'on appelait Cap Qualité Courrier à La Poste, et donc de travailler sur les organisations de travail pour tout ce qui est traitement du courrier, donc qui est fortement mécanisé. Donc à ce titre, j'ai pu travailler sur des organisations de travail et mettre en place des groupes de travail pour parler du lean management. Et bien évidemment, en utilisant le prisme, je dirais, de la santé-sécurité au travail, on a commencé à analyser les postes de travail et essayer, bien sûr, le principe du lean management, vous connaissez, c'est de rechercher tout ce qui va permettre d'améliorer et la santé et la sécurité au travail, si c'est bien fait, mais surtout de réfléchir à l'organisation de la production, les délais de traitement. Et donc, quand on a cette approche, en fait, on réunit bien évidemment les salariés en groupe de travail, mais on va définir avec eux et essayer d'optimiser. Voilà, le prisme, c'est l'optimisation. Alors, le problème, c'est que si c'est fait, je dirais, poussé à l'extrême, comme on peut le voir dans certaines sociétés, puisque c'est un modèle japonais, ça s'est traduit par, quand on enlève des tâches, entre guillemets, qui sont sans valeur ajoutée,
quand on est d'un point de vue du client, parce que ça n'a pas de valeur ajoutée pour le client. On supprime ni plus ni moins que tout ce qui est la marge de manœuvre d'une personne dans son travail. Et c'est là où est tout le problème. Quand on n'a plus de marge de manœuvre dans son travail, c'est qu'on est sur... il y a une perte de sens. Il y a une perte de sens et une déshumanisation du métier. Et en fait, nous, on vit pleinement cela à la Poste en ce moment. C'est-à-dire que même, moi maintenant je suis sur la partie distribution, les facteurs, le fait d'intensifier le travail, ce qui est ressenti, c'est la déshumanisation du métier et la perte de sens par rapport à ce qui faisait sens pour lui durant toute sa carrière. Donc je pense qu'il faut... Il y a quelque chose qui est en train de changer et on a pu en discuter, tout le monde a pu s'exprimer là-dessus. C'est qu'on a aujourd'hui, on souffre de perte d'attractivité des métiers. Voilà. Et là, on est arrivé, pour moi, au bout de quelque chose. Et il faut vraiment se pencher là-dessus et se dire comment est-ce qu'on va réintroduire des marges de manœuvre, comment est-ce qu'on va redonner du sens à nos activités, à nos métiers, pour faire de la pérennisation et faire, je dirais, qu'on arrive peut-être à un bien-être professionnel, à revenir à ça, parce qu'on a poussé peut-être le lean management trop loin. On est allé trop loin, en fait, dans cette démarche. Donc, comment est-ce qu'on va réintroduire ces temps qui font sens pour être bien dans son métier demain? Je sais pas si vous voulez, on prend plusieurs... Ouais. Oui, enfin, je suis d'accord avec vous. Notre deuxième chapitre, il s'appelle « Le geste à temps » et il s'ouvre sur un commentaire d'un chef d'atelier dans l'automobile qui utilise beaucoup le lean et qui dit un intérimaire d'1m70 et de 70 kg, c'est une bouffée d'oxygène. Et en fait, ce qu'il dit par là, c'est que, et ce que d'autres disent, notamment au sein de cette entreprise, c'est qu'on a trop liné. Et en fait, cette idée de la flexibilisation du processus de production, de la responsabilisation, parce que c'est un peu le cœur du lean, a été de telle sorte fabriquée. En fait, c'est que ça a participé à standardiser et à rationaliser un peu plus le travail, à diminuer les marges de manœuvre, effectivement, parce que se déplacer, c'est une perte de temps, parce que faire des stocks tampons, c'est une perte de temps, etc. Mais finalement, cette entreprise, à un moment donné, il y a une dizaine d'années, se retrouvait avec 100 personnes par jour qui étaient payées à rester chez elles, parce qu'elles n'avaient plus aucun poste où on pouvait les affecter. C'est-à-dire que tout avait été tellement standardisé qu'en fait, est standardisé pour cet intérimaire idéal d'1m70 et de 70 kg plutôt jeune, que finalement, il y avait de moins en moins de monde qui était en capacité de pouvoir tenir ces postes. Parce que aussi, il y a eu toute une politique depuis les années 90 d'externalisation de la sous-traitance qui proposait auparavant des postes qui étaient moins en prise directe avec les contraintes de temps très serrées, etc., etc. Donc on voit aujourd'hui quand même des entreprises qui reviennent un peu en arrière avec ce constat qu'on a trop fait de lean et qui commencent à se reposer des questions sur leur politique d'externalisation de la sous-traitance, le make or buy, qui commencent à se poser des questions sur la rationalisation et la standardisation des temps de cycle hyper courts. En fait, ça ne fonctionne pas bien. Donc voilà, alors c'est pas miraculeux, mais je pense que depuis peut-être un peu moins de 10 ans maintenant, il y a une espèce de prise de conscience qui sont allés trop loin du côté du lean. Le truc, c'est que maintenant, ce qu'on voit arriver plutôt du côté des services, c'est l'agile. Donc ça, c'est la version des services du lean qui, à mon avis, risque de faire exactement la même chose parce que l'agile, au départ, comme le lean, part de principes qui sont vraiment intéressants quand on veut regarder les objectifs et le contexte dans lequel ça avait été mis en place. Alors l'agile, c'était des startups aux États-Unis, plutôt des toutes petites structures dans l'informatique, et l'idée, c'était de faire de la conception
conception de projet où on se rapproche le plus possible du client, on n'attend pas le dernier moment pour discuter avec lui, pour revoir le projet jusqu'au bout, etc. Donc plutôt dans un esprit collaboratif. Le manifeste de l'Agile explique qu'il faut faire attention, enfin il est plein de contradictions, mais il parle de travail soutenable, il parle de relations en face à face, etc., etc. Et puis là, on commence à voir des grosses entreprises, y compris des administrations publiques, ça arrive, où on veut importer de l'agile, et un peu comme dans le Lean, sans du tout réflexion sur ce que c'est dans la culture de l'entreprise, sur comment ça vient s'articuler avec d'autres modalités d'organisation du travail, etc. Et donc là, on a une doctorante, Camille Bachellery, qui soutient sa thèse lundi, qui a travaillé chez les ingénieurs de conception qui doivent passer. On passe tous, alors c'est comme le Notre-Dame en 2024, dans 6 mois, on est tous en agile. Et en fait, elle montre que l'agile ne vient pas remplacer une organisation, elle vient s'ajouter aux organisations précédentes. Et donc, en fait, ces ingénieurs sont devant des modalités de projet différentes, l'un en mode classique, l'autre en mode agile, etc. Donc, sont dans une dispersion, alors une multiplication des butées temporelles, une multiplication des interlocuteurs possibles, des modes de conception différents, le tout en équipe virtuelle avec l'Inde, etc., donc, ou l'Amérique du Sud en décalage horaire, etc. Et on a des ingénieurs qui sont à bout, qui se retrouvent avec 50 réunions par semaine. Ils sont dans 2-3 réunions en même temps. Donc ça, c'est le temps ubiquitaire, qui est aussi une autre forme du modèle de la hâte. On peut être dans plusieurs endroits en même temps. Et donc voilà. Et donc parce on n'a pas pensé en fait. Donc c'est ce qui nous attend avec l'agile. On les appelait homo agilis. Voilà. C'est ça. Merci à vous. On a le temps de prendre encore une ou deux remarques ou questions. Oui. Oui, bonjour Philippe Antoine, au titre de la CFDT Île-de-France. Juste un petit témoignage parce que nous participons en tant que Césaire Île-de-France à des travaux du CESE sur réussite de l'école, réussir à l'école. Et ce qui m'a beaucoup frappé sur la question des temps, c'est qu'il y a eu une journée délibérative là, en ce mois de novembre. Et la synthèse, ce qui apparaissait en premier, c'est le besoin d'inscrire le bien-être à l'école pour toutes et tous, c'est-à-dire pas que les agents et les usagers. Et à travers la création aussi de temps charnières, et là, avec la deuxième demande qui était, l'onglet travaux du CESE seront validés en juin, présentés en juin en séance plénière. La seconde demande qui était laisser aux collectifs, aux établissements, avec cette fameuse question des collectifs, qui est-ce qu'il y a dans les collectifs? Il y a aussi les usagers, des marges de manœuvre pour aménager les temps, pour construire des projets, de façon à ce que les personnes et les structures ne se sentent pas ou puissent sortir de forme d'enfermement, s'ouvrir au quartier. Le temps charnière dont parlait Sandra, c'est pouvoir rencontrer l'autre aussi. L'autre classe ou l'autre collège du quartier ou un partenaire culturel. Et en fait, ça me fait penser à des retours qui nous viennent aussi de l'Académie de Créteil où il y a une mission bien-être, coopération, réussite, puisque l'école est censée être promotrice de santé. Il y a quand même des délibérations de l'OMS sur ces questions-là, où les collègues formateurs nous disent... En fait, ce dont ont besoin aujourd'hui les agents, c'est de renouer un lien avec le travail si on leur donne les moyens de libérer un potentiel créatif, en fait. Et ça peut être qu'on construit en temps de formation. On a des formateurs qui nous disent aujourd'hui, pour beaucoup d'agents, la formation, c'est un peu une parenthèse enchantée, c'est un temps de côté, mais qui va être très utile au travail. Sauf qu'on est constamment pressé et compressé par des injonctions qui viennent d'en haut, et les temps de formation ne sont pas vraiment de bienvenue aujourd'hui à l'école, où il faut être surtout devant sa classe. Merci. Oui, bonjour. Franck Daout, FGMM, je m'occupe de filière auto et de qualité de vie au travail.
Donc sur les exemples que vous avez donnés sur le Lean et tant sur l'Agile, ce n'est pas le sujet du jour, donc je ne vais pas m'étendre, mais je suis en écart par rapport à vos analyses, dans le sens où ce que vous décrivez là, c'est du Lean ou de l'Agile dévoyé, c'est du faux. Agile ou Enfin, c'est pas ma question. Ma question, c'est tant à l'hôpital que dans les entreprises que vous avez visitées, vous avez parlé à un moment donné de dialogue professionnel. Donc, est-ce que je dois comprendre, ou c'est une question, est-ce que ce dialogue professionnel est quelque part institutionnalisé? C'est-à-dire, est-ce que vous prenez du temps pour parler du temps? Et est-ce que, où ça a été mis en place, ça fonctionne? A priori, oui. Merci. Merci Franck. On va prendre une autre question devant là. Voilà. Devant Sandrine. Ah, pardon. Bonjour, Laurent Kaufmann, SGEN CFDT, je suis personnel de direction dans le second degré. J'ai été principal de collège, je suis déchargé à plein temps. Il y a plein de choses hier et aujourd'hui qui ont évoqué des situations. Vous parliez tout à l'heure de la réponse à l'usager, enfin du fait qu'avait augmenté le fait qu'on était dans un espèce de présentéisme. Moi, je voulais avoir votre point de vue sur la capacité de résistance que peuvent avoir les systèmes par rapport à ça. Quand on voit d'un point de vue au niveau éducatif, on a de plus en plus plutôt de moins en moins d'inscrits au concours. On fait de plus en plus appel à des contractuels qui n'ont pas de formation. Et donc, on est sur une dégradation importante des conditions de travail de l'ensemble des personnels dans l'école, au sens large. Et donc, savoir si vous aviez quelque chose à en dire. Merci. Merci. Vos réponses et réactions autour de ce dialogue professionnel qui est plus ou moins institué, et puis de ces marges de manœuvre et de ce temps perdu, ou en tout cas qui n'est pas compté. Oui, mais alors sur la question du Lean et de l'Agile, moi je suis entièrement d'accord avec vous, c'est du Lean et de l'Agile dévoyé, je pense qu'on est d'accord, hein. C'est-à-dire que au départ, les principes de départ sont, il y a vraiment des choses intéressantes, mais le fait c'est que c'est transféré sans réflexion sur ce que ça fait. Déjà, quand on passe de petites structures à des grosses structures, bon, l'idée du Lean aussi, au départ, était avec des CDI, des personnels qu'on gardait au long cours. Bon, voilà. Et donc en fait, voilà, c'est détourné. Et alors, c'est pas fait forcément de manière consciente, hein, mais il n'y a pas de temps de réflexion sur la manière dont ces nouvelles formes d'organisation s'accrochent aux précédentes et ce que ça peut représenter en termes de temps d'apprentissage à des nouvelles formes d'organisation, sur la possibilité de pouvoir faire remonter des difficultés et de voir ce qu'on en fait, etc., etc. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Alors sur la question du dialogue, alors le dialogue professionnel, on peut y mettre plein de choses, plein de dimensions différentes. Donc en tout cas, moi je repense à la grande administration publique que Serge évoquait tout à l'heure. C'était intéressant parce qu'il y avait une fois par an un dialogue de gestion entre l'encadrement et puis l'étage du dessus, notamment autour du respect des indicateurs et des objectifs qui avaient été donnés pour l'année et de savoir comment on définissait ceux de l'année suivante. Mais en fait, c'était ce qu'on a appelé, c'était pas un dialogue de gestion, c'était un monologue de gestion, parce qu'en fait, il y avait juste une assignation aux indicateurs, et finalement, c'était très... si on avait réussi à les mettre au vert l'année précédente, ça augmentait. C'était au moins équivalent, il fallait faire au moins l'équivalent, voire un tout petit peu plus pour l'année suivante. Donc voilà. Donc là, il y a eu vraiment une discussion de fond et on était soutenu d'ailleurs parce qu'au départ, c'était aussi une demande syndicale de travailler sur la question du nombre des indicateurs. C'était l'entrée en fait. Et donc on a participé avec d'autres à faire réduire ces indicateurs, à rappeler que la fonction d'un indicateur, ça indique. Et c'est pas un objectif, c'est autre chose. En fait, les deux peuvent exister, en fait, mais c'est pas parce que l'indicateur se transformait en objectif. Enfin, il y avait une espèce de confusion, tout ça. Et puis de rappeler la manière dont on concevait les indicateurs et de leur éloignement au travail ordinaire, etc. Parce que voilà, Serge, on sait tous dans la fonction publique, il faut répondre aux usagers dans les 48 heures.
si vous envoyez un mail, voilà. Bon, c'était impossible, donc les agents passent leur temps à envoyer un mail pour dire je vais vous répondre. Donc ça, en fait, ça leur fait perdre du temps, ça n'a pas de sens, etc. Donc bon, voilà, il y avait des choses comme ça. Et alors ensuite, après, le dialogue professionnel, en fait, à mon sens, je laisserai Serge compléter, mais c'est pas un dialogue, mais c'est des dialogues finalement, parce qu'on peut se saisir de toutes les opportunités de débattre de ces temps. Donc ça peut être le dialogue de gestion, ça peut être un dialogue professionnel dans le cadre du dialogue annuel individuel quand il existe. Ça peut être le lean. L'avantage du lean, quand il est installé dans les entreprises, c'est qu'il y a quand même des moyens qui sont donnés autour de la mise en place du lean, et notamment du temps. Et des personnes qui sont consacrées à la mise en place du lean. Donc il y a des temps qui existent déjà, donc si on ne peut pas en créer d'autres, on peut se demander sur comment on peut profiter de ces espaces lean pour peut-être les détourner ou les orienter vers la question des usages des temps. Si c'est possible de créer d'autres espaces, moi des RH et des acteurs de santé, un médecin qui se rencontrent pour parler de la question de la prévention des parcours, c'est une manière de mettre en place, de discuter des temps qui comptent. Donc il y a des opportunités. On a rencontré des collectivités territoriales plusieurs fois dans nos pérégrinations et en fait on a eu plusieurs fois des interlocuteurs qui appartenaient au bureau des temps. Alors ça existe dans certaines métropoles, etc. Et c'est pas du tout pour parler forcément de nos temps qui comptent. Le bureau des temps, ça existe depuis assez longtemps, cette idée de prendre en compte les usagers, donc les citoyens, de traiter de la question de la mobilité, des accès à un certain nombre de services, des inégalités, des déplacements, etc. Mais il y en a deux qui se sont dit, mais en fait, ces bureaux des temps, on pourrait l'investir aussi avec les temps des agents. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'on n'a pas de solution clé en main, mais c'est de voir à l'échelle de nos organisations, j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous avez tenté de faire aussi, de voir comment on arrive à trouver des espaces ou des interstices ou des temps plus institutionnalisés pour arriver à en débattre. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Peut-être juste pour illustrer, en tout cas nous, quand on a commencé à lancer ce débat, c'était évident que c'était du temps institutionnel, du temps de travail, sinon ça aurait été assez incohérent avec l'origine de la démarche. Après, effectivement, je pense qu'on a aussi créé exactement ces moments où on peut discuter de la question du temps, notamment sur le secteur de gériatrie, parler du projet individualisé d'accompagnement d'un résident. C'est aussi comment on le rend possible et comment on gère ce temps. Après, dans l'établissement où j'étais, à l'issue d'une difficulté architecturale, on avait des travaux en site occupé. La directrice avait pris l'habitude de faire des plénières du personnel pour leur donner des informations sur comment ça avançait, comment ça allait se passer. Puis il y avait aussi des plénières réservées aux résidents et à leurs familles. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était une super occasion de dialogue. Et donc, elle a continué à animer des plénières tout au long de l'année avec à la fois les professionnels, les résidents et leurs familles. Et ça a été aussi l'occasion effectivement de discuter du temps, ou en tout cas de l'organisation. Voilà. Alors d'abord... Désolé pour l'impasse qu'on fait dans notre réponse sur la question concernant le monde enseignant, parce que une caractéristique de notre bouquin, c'est qu'on a parlé de situations qu'on a analysées. Et on n'a jamais eu d'occasion ni l'un ni l'autre. Il y a une collègue dans notre équipe qui le fait depuis maintenant pas mal d'années, mais on n'a pas, nous, d'expérience dans ce domaine, donc on ne saurait pas bien répondre à la question que vous avez posée, à part de dire qu'elle est pleinement légitime, mais ça, vous le savez. Bon. Pardon ? Et que recruter ne résout rien, mais ça ne résout pas tout, ça vous le savez. Non, moi je voulais juste rebondir sur les questions dialogue professionnel pour parler du dialogue social, un peu quand même, en milieu syndical. Moi j'ai une expérience de syndicaliste lointaine quand même maintenant, du temps que j'étais au ministère du Travail, donc c'est pas sur ça que je vais me fonder, et puis je ne veux pas parler de la tienne, parce que c'est pas à ta place, mais en revanche, on a eu beaucoup d'échanges avec des syndicalistes, soit parce que c'était organisé par des réseaux syndicaux à propos de ce bouquin depuis l'année dernière, soit parce qu'il y avait des syndicalistes dans une rencontre quelconque organisée par qui que ce soit.
ce qui est frappant, c'est que ce dont nous parlons, mais peut-être que vous devez en être convaincu ou le percevoir, a beaucoup à voir avec vos temps qui comptent, de la vie militante, hein, la négociation, etc., etc., etc. Moi, je me demandais en écoutant Sandra, je disais que votre prénom, Sandra, voilà, quel usage des temps d'échange pour convaincre que vous êtes légitime à faire ce que vous avez fait, par rapport à un certain nombre de gens qui auraient dit mais c'est du gaspillage de deniers publics ou je ne sais quoi de procéder comme ça. Donc il a fallu argumenter, il a fallu construire quelque chose. Bon. Et l'autre raison de poser ce problème des temps, c'est que on l'a vu dans des exemples, dans ceux qu'on cite et dans certains que vous avez cités vous, c'est que une bonne partie des décisions qui provoquent le modèle de la hâte sont elles-mêmes des décisions hâtives. L'exemple de Notre-Dame est emblématique, c'est-à-dire que le président de la République intervient le lendemain de l'incendie. C'est une folie complète, pardon, avec tout le respect qu'on doit au chef de l'État. Bon. Donc, voilà, ces décisions, alors ça, on peut en témoigner, certainement vous aussi, une partie des décisions qui provoquent une hâte inconsidérée, dommageables, ont été elles-mêmes prises hâtivement par des responsables quelque part, éventuellement très haut, éventuellement très loin, éventuellement en fonction de mécanismes qu'elles-mêmes ou eux-mêmes croient rationnels, mais dont ils découvriraient qu'ils ne le sont pas s'ils creusaient un peu. Alors c'est pour ça que dans le dialogue social, les négociations, je ne sais pas quoi, les efforts de conviction qu'on peut avoir vis-à-vis de différents interlocuteurs, il nous semble, puis après c'est vous qui connaissez vos vies syndicales, qu'il y a besoin de pouvoir, à l'instant on vient d'y avoir un exemple, se saisir de sujets dans lesquels on est en train de ne pas parler du temps pour y mettre les questions du temps. Nous, on a construit le bouquin comme ça, à propos de tel sujet auquel spontanément... Alors, je vais prendre un exemple extrêmement simple, et parlant j'espère, c'est les accidents du travail. Quand on regarde la manière dont, dans des secteurs où il y a des accidents du travail, sont spontanément comme ça, a priori, menées les enquêtes avec les arbres des causes, etc., même des arbres des causes bien faits, chercher dedans, à tel endroit la personne n'a pas eu le temps de, à tel moment il était telle heure et la personne avait déjà derrière elle tant d'heures de quelque chose, etc., etc. Ça peut arriver, vous avez peut-être des exemples. Nous, on ne l'a pas souvent vu, ça. C'est-à-dire qu'on est sur... D'ailleurs, comment la sécurité sociale traite-t-elle des causes d'accidents dans une nomenclature d'éléments matériels, temporels? Or, bien entendu que quand on fait une même action dans tel contexte d'urgence, de hâte, ou avec un peu de marge de manœuvre qui a permis d'anticiper, de vérifier, etc., évidemment, les dégâts et les probabilités d'accident ne sont pas les mêmes. Bon. Alors, ce que je viens de dire à propos des accidents, on peut dire à propos de plein de choses. À propos des RPS, à propos des TMS, à propos de tout ce que vous voudrez, comme tous les problèmes sur lesquels on voit pratiquement les syndicalistes intervenir, qui concernent la vie de travail, la qualité du résultat, bien sûr, etc., etc. Bon. Et donc, c'est celle-là la question, c'est-à-dire comment on peut, de la manière dont se passent, par exemple, les cycles de négociation, ou tout ce que vous voudrez, ou quand il y avait les CHSCT, je fais partie de ceux qui déplorent complètement que cette instance ait été supprimée, mais chacun peut avoir son opinion là-dessus, mais bon, parce que c'était justement un lieu où vous pouvez se construire un peu au fil du temps. Alors peut-être qu'on arrive à préserver ça dans le cadre des CSE, j'en sais rien, je ne veux pas parler à votre place, mais dans tous les cas, le CHSCT, il avait cette fonction de mémoire sur les sujets de santé et sécurité du travail. Comme ça, c'est sûr qu'on ne peut pas lui retirer ça, quoi. Bon. Une mémoire un peu continue. Voilà. Et donc comment on se construit des calendriers d'action syndicale au sens très large qui permettent de tenir continuellement ces questions des temps et de venir les inviter au moment où on tendrait à les omettre et les oublier. Bon, vaste sujet, vous avez encore toute la journée, donc non, vous avez peut-être d'autres sujets, je ne sais pas. Non, merci, là, on arrive à une butée là en fait. Merci à vous, on peut vous applaudir.